C'est bon? Oui, c'est Charles Maurice, effectivement. Pourquoi? Parce qu'il a oublié que je venais. Mais c'est pas grave, c'est un très bon ami. Hein. Non plus, il n'y a pas Willy qui m'a demandé très gentiment de faire cette conf, mais bon, c'est pas grave, j'ai aussi de très bons amis. Alors, bonjour, enfin plutôt bonsoir à tous et à toutes. Alors, dans cette conf, on va parler d'informatique quantique. Le but, ça va être de faire de la vulgarisation un peu fun. Je ne vais pas vous faire un tunnel de maths et de physique en fait, pendant 1 heure parce qu'il est minuit. Donc, ça va être assez shitpost, mais je vais quand même vous faire un tunnel sur de l'informatique quantique. Hein, donc, bon. Donc le but, ça va être de comprendre les grandes lignes de l'informatique quantique. Donc voici mon plan magnifique. Ça va passer sur une petite révision de physique ou découverte de physique quantique. Et à la fin, je vais mettre des crottes de données en fait, sur des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils disent et qui pourtant leur donnent de l'audimat. Donc, déjà, qu'est-ce que la physique quantique? Donc, c'est la physique du tout petit. Et pour ceux qui ne savaient pas, donc c'est la physique qui s'occupe des particules. Donc on parle des atomes, on parle des électrons, on parle des molécules. Et c'est vachement très bizarre que beaucoup plus que les objets qu'on peut toucher. C'est aussi probabiliste. Alors ça, j'ai une petite anecdote dessus. Le fait que la physique quantique soit probabiliste, donc ça fait qu'il y a des éléments qui sont purement aléatoires. Ça a fait grand débat en fait parmi les scientifiques du siècle dernier, notamment entre Einstein et Bohr. Notamment ce fameux échange qui a dit que Einstein disait que Dieu ne jouait pas avec le dé, et Bohr a rétorqué que comment est-ce que H.M. pourrait savoir ce que Dieu fait? Donc voilà, c'était des gens assez vieux qui s'envoyaient des pics sur des choses qu'on ne peut pas mesurer. Donc, elle permet aussi de se téléporter, entre guillemets, mais ça marche, Il y a des vraies études dessus, hein, ça marche avec des satellites et tout, c'est stylé. Et ça permet aussi de passer à travers des portes, même si on est trop gros. Ce qui peut être un problème de tous les jours pour certains, dont moi, mais voilà, c'est possible aussi si on est assez chanceux. Et sinon, elle est beaucoup trop utilisée en fiction ou sur les plateaux télé pour raconter tout et n'importe quoi. Et quand tu travailles dans le quantique, entendre le mot quantique au quotidien en dehors du travail, ça peut te rendre totalement taré quand ils veulent dire absolument n'importe quoi. Mais ça, c'est la dernière partie de la présentation. D'abord, je vous fais un tunnel, il n'y a pas de problème. Alors déjà, c'est quoi un état? Alors, un état en quantique, c'est un set de paramètres qui peut être un peu tout et n'importe quoi pour notre particule. Donc, la position, la vitesse, la quantité d'énergie ou le spin pour les électrons. Et bien d'autres choses, mais parfois ça dépend de ce qu'on veut mesurer. Un état en quantique a cette particularité assez rigolote de pouvoir se superposer. C'est-à-dire que si tu penses qu'un électron est à une position X, eh ben, est-ce que tu es sûr? Parce qu'il pourrait être aussi à une position Y, et lui, il te le fait savoir. C'est ce qu'on appelle la superposition, ça veut dire qu'il peut avoir plusieurs valeurs possibles. C'est une distribution de probabilité. Et ce qui se passe, c'est que quand on fait une mesure, on lui demande « Bon, arrête de déconner, dis-nous vraiment où tu es », un peu comme un pote en fait qui est en retard. Et là, il te donne vraiment une réponse, c'est qu'il est en retard. Donc ça veut dire qu'il y a un effondrement de la fonction d'onde et qui nous dit vraiment c'est quoi ces paramètres. Et toute cette superposition, c'est en grande partie pourquoi l'informatique quantique, c'est super, super intéressant et que peut-être ça peut révolutionner le monde. Bon, c'est ce qu'on dit aux investisseurs pour qu'ils nous donnent encore quelques millions et qu'on continue d'avoir un travail, mais c'est pas gagné. Ensuite, petite explication obligatoire sur le chat Schrödinger, parce que tous les gens qui font un peu de physique quantique, enfin, qui essaient d'expliquer la physique quantique, ils passent par ça, et qu'il y a quasiment personne qui est bien capable de l'expliquer. Moi, je fais partie dedans, mais au moins je l'assume. Hein. Il y a des gens, ils sont totalement tarés. Donc, chat Schrödinger, c'est quoi? C'est une boîte, par ce magnifique carré. C'était fait sur peine par ma personne, hein, si vous voulez savoir. Vous ne pourrez pas trouver ça en ligne. Le petit carré là-bas, c'est une source radioactive, et on essaie de détecter en fait quand est-ce qu'elle se désagrège pour pouvoir libérer donc le poison qui est en bas à droite et tuer le chat. Schrödinger était très méchant avec son chat, donc il voulait le tuer. Mais c'est un exercice de pensée qui dit que
à partir de 50% du temps, parce que c'est un élément aléatoire, donc à partir de à partir d'un certain temps, il y aura 50% de chances que l'atome se soit désagrégé. Je crois que dans le discours qu'il avait donné, c'était du césium. Bon, ça c'est ma mémoire. Et ben il y aura 50% de chances qu'il soit désagrégé ou pas, et donc 50% de chances que le chat soit mort ou pas. Alors, ce qui pose problème avec cet exercice de pensée, c'est qu'un chat n'est pas quantique. C'est beaucoup de choses, un chat, mais ce n'est pas quantique. Donc ça veut dire que, oui, effectivement, quand on n'ouvre pas la boîte, tant qu'on n'ouvre pas la boîte, on ne peut pas savoir s'il est vivant ou mort. Ça, c'est réel. Mais le truc, c'est que avoir une chaîne de conséquences comme ça ne fait pas que le chat devient magiquement un objet quantique. C'était en fait un exercice de pensée pour dire que la physique quantique, ça racontait n'importe quoi. Ce qui est assez cocasse, donc que ça soit devenu l'exercice de pensée sur la physique quantique le plus connu. Sachant que normalement c'était une crotte de nez balancée à tous les physiciens de l'autre côté. Donc, maintenant on va mettre les pieds dans le plat, et on va voir ce que c'est vraiment un qubit. Donc déjà, on va passer sur ce que c'est un bit. Un bit, si on devait présenter ça géométriquement, ça serait 2 points dans l'espace, et on choisit une des 2 valeurs, tout va bien, c'est facile. On aime bien quand c'est facile à corriger, c'est facile à utiliser. Un qubit, c'est tout sauf ça. Mais je vais d'abord donner une petite définition de ce que c'est. Un qubit, c'est un peu une extension du territoire d'un bit. Ça veut dire qu'en gros, à la place en fait, d'avoir 2 points dans l'espace, ça va être une probabilité d'être dans un des 2 états. Voilà. Donc, quelle forme géométrique est-ce qu'on pourrait donner en fait, à ça? Eh bien, en fait, si on ne s'intéresse pas à la physique quantique, on pourrait dire que ça pourrait être une sphère qui n'est pas de rayon 1, parce que les probabilités qu'on voit là, 0,6 et 0,8, ce ne sont pas les probabilités exactes de mesurer ces états. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on fait le calcul, parce que je vous ai promis de ne pas faire de maths. Il y en aura quand même, hein, désolé. Mais voilà, on pourrait se dire que c'est un cercle et que toutes les dispositions possibles en fait, de probabilité se trouvent en fait, autour de ce cercle. Ça serait pas mal. Le problème, c'est que ça ne sert à rien, en fait. Cet objet, si on devait l'utiliser mathématiquement pour faire des algorithmes, ce truc ne sert absolument à rien. Un ordinateur classique, en fait, tout bête, qui utilise des bits, est infiniment plus efficace et infiniment plus simple à utiliser. Voici ce que c'est un qubit. On a une autre dimension en plus. Pourquoi? Parce que la physique. Et c'est ça aussi qui est très très chiant en fait quand on veut chercher des réponses à des questions simples sur l'informatique quantique, c'est que la réponse est souvent et un master en physique quantique. Ce qui n'est pas souvent viable quand tu viens de l'EPITA. Mais ça, c'était mes problèmes en fait pendant quelques années. Donc pourquoi est-ce que qu'est-ce qu'il fout là le 3e axe? Parce qu'on a un axe pour l'état 0, donc l'état tout en haut, et un axe pour l'état 1 qui est tout en bas. Et après, on a plein de conneries. On a même des nombres imaginaires, donc on a des nombres complexes. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase, et c'est ce qui fait que l'informatique quantique, ça a une utilité. Alors, peut-être. Mais ça, j'y viendrai un peu après, et au pire, j'y reviendrai pas, c'est pas grave. Et le truc, c'est que cette phase, effectivement, ne change pas la probabilité dans laquelle en fait, on mesure des états. C'est-à-dire qu'en fait, si on se trouve ici ou là-bas, eh ben, on aura la même distribution en fait, de probabilité. C'est juste en fait que ça fait une distinction en fait, entre quelques états, et quand on fait certaines opérations, un phase flip, donc changer une phase, ça va devenir un bit flip. Donc ça va effectivement changer notre distribution à la fin. Un petit exemple avec un photon, parce qu'un qubit peut être un photon. Un photon, c'est quelque chose de quantique. Donc tout ce qu'on a besoin en fait, pour former un qubit, c'est un système quantique à 2 étages qui sont assez stables. Donc, par exemple, pour les photons, quelque chose qui est très utilisé, par exemple par l'entreprise française Candela, qui se base à Massy-Palaiseau, qui a refusé de prendre en stage, elle utilise en fait des photons dans son ordinateur quantique, et ces photons, ils sont polarisés. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, quand vous faites vos draps et que vous secouez la couette, l'onde, en fait, elle va dans le sens de la couette. Ça fait une vague comme ça, et elle bouge. Et en fait, si on prenait la couette et qu'on la mettait à la verticale et qu'on faisait une vague comme ça, comme un drapeau, ça ferait un truc à l'horizontale. C'est aussi con que ça. Hein. Quand on fait des explications bêtes, on a des raisons bêtes. Et donc ça serait la polarisation d'un photon, et c'est ce qui est utilisé dans certains ordinateurs quantiques pour encoder des qubits. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tourner le qubit pour faire des calculs. Ouais, l'informatique quantique, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que, en gros, c'est pas vraiment en fait de la computation, c'est plutôt on hack
des trucs quantiques pour calculer des choses à notre place. C'est pour ça que c'est très très chelou. Maintenant, petit point maths pour qu'on se rende compte en fait du schmilblick. D'un point de vue purement mathématique, un qubit, c'est une matrice en fait colonne, comme on voit là-bas, ou ça peut être ligne, hein, ça dépend quel paradigme on prend, qui a ces deux valeurs. Donc ça veut dire qu'un état de 2 qubits, c'est une matrice de 2, un état de 3 qubits, c'est une matrice 8-8, et ça scale exponentiellement. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de systèmes en fait, quantiques qui, au bout de 30 qubits, les ordinateurs on commence un peu à galérer en fait, à compute des matrices de 2 puissance 30 par 2 puissance 30, ce qui est un peu compréhensible. Alors, maintenant, avec toutes ces nouvelles propriétés, on peut faire plein de trucs, mais c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui pètent. C'est un peu comme tout, quand tu rajoutes en fait beaucoup de couches, au bout d'un moment, il y a beaucoup de choses qui pètent. En classique, la seule erreur qu'on gère, on est à un niveau extrêmement bas, hein, là on parle de transistors, hein. Les seules erreurs qu'on gère, ce sont les bits flip. C'est-à-dire qu'on passe de 0 à 1 ou de 1 à 0. Et ça, c'est très facilement utilisé par un peu de redondance. Tu envoies 3 fois l'information, déjà ça baisse énormément comment ça s'appelle ta chance en fait que ton information soit perdue à cause d'une erreur. Si ton taux d'erreur c'est P, alors si tu envoies 3 fois l'information, ton taux d'erreur maintenant c'est P au carré. Vu que c'est en dessous de 1 fois, ça fait moins. Voilà. Pour ceux qui sont vraiment allergiques aux maths, il n'y a pas de problème. Donc, ici, on a 3 types d'erreurs. Merde. Donc déjà, on a l'erreur de base de Bill Flip, c'est-à-dire qu'ici, on inverse les probabilités en fait, d'avoir 0 ou d'avoir 1, ce qui est un peu chiant quand tu essaies de calculer des trucs. Il y a le face flip, qui est la même chose, mais avec la phase, ce qui peut se transformer en bit flip, ce qui est aussi extrêmement chiant, surtout qu'il y a certains algorithmes qui sont uniquement faits pour calculer une phase, donc que tes qubits ils commencent en fait à faire ouh, c'est pas cool. Ou les portes, les erreurs de porte, mais ça c'est des erreurs plus liées au bruit, parce qu'on parle de choses qui sont toutes petites, donc on a besoin d'éléments, d'environnements qui sont très 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 contrôlés. Par exemple, avec les Pitar, parce que moi j'étais en major quantum. Il n'y a personne d'autre en major quantum ici? Oh, salut les gars! Vous avez visité un labo, vous, ou pas encore? Ouais? Vous avez fait qui? Vous avez fait WeLink? C'est sympa, WeLink. Vous n'avez pas fait Alice Bob? Ah, voilà, quand même. Donc voilà, chez Alice Bob, par exemple, qui est entreprise française et qui fait des merveilles en fait pour la correction d'erreurs, eh bien, comment ça s'appelle? Ils ont des frigos. Voilà, des frigos qu'ils appellent d'ailleurs Idéfix et Panoramix, il me semble. Voilà, ce qui était très drôle parce que je ne sais pas si vous aussi vous avez eu parce que nous, on a eu un Allemand qui nous expliquait ça, donc quand il l'a dit, lui s'appelle Idéfix, et qu'on s'est tous mis à rigoler, que lui ne comprenait pas. Je me suis senti très seul à sa place aussi. Mais c'est pas... voilà. Mais donc on a besoin en fait d'environnements extrêmement contrôlés pour permettre en fait à nos états de rester stables. Mais comment les corriger? Donc ça, c'est un petit screenshot d'un site qui s'appelle Error Correction Zoo, qui répertorie en fait plein de ce qu'on appelle des codes correcteurs. Des codes correcteurs, en gros, c'est des trucs imbitables, mais en soi, c'est juste spammer plein d'opérations pour espérer en fait détecter et corriger des erreurs. Il y en a plein de types et la nomenclature pour ça est absolument imbitable. Mais sinon, un autre truc qu'on peut faire, c'est de faire aussi de la redondance. Le problème, c'est que la redondance en fait des qubits est beaucoup plus énervée que la redondance des bits normaux. C'est que je vous ai un peu menti. Dans les algorithmes en fait, quantiques, dans les circuits quantiques, on n'utilise pas vraiment des qubits. Enfin, dans la réalité, on aimerait utiliser ce qu'on appelle des qubits logiques. Les qubits logiques, c'est simplement des amas de qubits qui sont reliés entre eux, hein, comme c'est marqué avec les traits là-bas, qui permettent en fait de s'auto-correcter quand il y a une erreur. Donc, c'est-à-dire on fait beaucoup de redondance pour avoir en fait un bit utilisable. Je vais vous donner un ordre d'idée en fait de certains papiers. Certains papiers disent que pour certains cas, pour des cas génériques, il faudrait 10 000 qubits physiques pour faire un qubit logique. Imaginez 10 kilobits, 10 kilobits de mémoire pour faire un bit de mémoire effective. Oui. Voilà.
Et oui, enfin, il y a des schémas, ils sont pas forcément tous dans un full meshed, ils sont pas forcément tous en fait des milliers d'intrications en fait entre eux, mais oui, il y en a, ils doivent être intriqués entre eux, c'est le principe. Mais, je te rassure, c'est le futur quand même, c'est le futur. Ça c'est dans un cadre générique. Souvent, il y a d'autres papiers qui disent que pour des cas plus précis, et c'est ça le truc, c'est qu'on fait vraiment du hacking, c'est-à-dire que les cas généraux et les cas en fait qu'on utilise vraiment pour les algorithmes, eh ben, il y a beaucoup en fait d'optimisation qui va être faite. Donc effectivement, les chiffres en fait de 10 000, il n'y a personne qui va run ça. Bon déjà c'est pas possible, mais il n'y a personne qui va run ça. Par exemple, Alice et Bob, eux, ils descendent en fait leur intrication vers les 30 qubits pour faire un qubit logique. Ça c'est leur but. C'est ce qu'on appelle les qubits de chat. Oui, c'est aussi une autre référence au chat de Schrödinger, on peut pas y échapper dans ce milieu. Oui. Oui, oui. Oui, combien en fait de qubits est-ce qu'on arrive à intriquer maintenant? Alors le problème, c'est que y a des entreprises comme Google qui aiment pas faire des vrais benchmarks en fait de leurs ordinateurs quantiques. Donc la vraie réponse, c'est que de mémoire, on avait réussi en fait plus de 100 dans certains. Ouais, mais le truc c'est que c'est pas stable. En fait, le problème c'est qu'il y a certaines entreprises comme IBM qui ont réussi à faire des ordinateurs quantiques immenses, plus de 1000 qubits. Après, est-ce qu'ils ont tout réussi à intriquer entre eux? Je pense pas. Mais le truc, en fait, c'est que, par exemple, IBM a fait le premier ordinateur quantique en fait à plus de 1000 qubits. Et fun fact, il n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont désossé. Parce qu'ils l'ont fait, ils ont fait. Alors, il est là. Et techniquement, il y a 1000 qubits, mais ça fonctionnait tellement mal qu'ils l'ont désossé en fait pour reprendre les parties qui coûtaient cher. True story. Voilà, c'est te dire en fait l'état du truc, parce que voilà. Mais le problème, en fait, c'est qu'effectivement, on pourrait se dire, on peut essayer de faire en fait un gros état bien intriqué pour tous nos qubits, qui serait un bien meilleur benchmark. Ça, je suis totalement d'accord. Mais le truc, c'est que demande à Google pourquoi ils le font pas. Ils préfèrent raconter des conneries. Ensuite, du coup, c'est quoi les grandes lignes de comment faire un algorithme quantique? Ça, c'est un schéma ultra simplifié hein, pour les trois qui ont fait Quantum. Hein, venez pas me mordre comme des piranhas après la séance, s'il vous plaît. C'était fait pour des débutants et j'ai eu une semaine pour préparer. Donc, le truc, c'est qu'on a des qubits qui seront en fait dans différents états. Donc, les états, ça peut être représenté sur un point sur la sphère que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle la sphère de Bloch. Est-ce que vous les avez aussi reprises pour vos pulls ou pas? La sœur de Bloch. Vous n'avez pas fait les pulls? Ah oui, c'est ce que je leur ai dit aussi hein, l'année dernière. Hein. C'est arrivé, je crois que c'est arrivé fin janvier pour moi. Parce que c'est moi qui les faisais. Mais donc, on a notre circuit en fait qui modifie en fait les probabilités, les phases de nos qubits. Et à la fin, on mesure. Et avec la mesure, bon, on répète ça plusieurs fois parce que c'est probabiliste. Et avec ça, on aura une belle distribution qui peut-être va nous donner en fait la solution qu'on cherche. Alors, normalement, si l'algorithme est censé fonctionner, il va nous donner une solution. Imaginez un algorithme de recherche qui ne donne pas le truc qu'on recherche, ça serait un peu con. Et le but, en fait, c'est de répéter ça encore et encore. Donc maintenant, on va parler en fait de... Oui. Question. Du coup, si c'est probabiliste, est-ce que même si c'est possible que des fois on soit juste extrêmement malchanceux et qu'il y ait des résultats qui soient faux juste parce qu'on n'a pas eu de chance et tous les plein d'heures comme ça? Alors, si on veut parler vraiment, si on veut faire une expérience de pensée, oui. En soi, oui, mais le truc, c'est que avec ce qu'on appelle la loi des grands nombres, c'est-à-dire que si tu répètes en fait assez de fois une expérience, tu vas avoir une distribution qui se rapproche beaucoup du modèle mathématique. Donc, en soi, il y a un univers où effectivement ça peut arriver. Le truc, c'est que ça n'arrive jamais par cause de probabilité. Il faudrait vraiment être incroyablement malchanceux. Mais si par exemple, du coup, ça se démocratise Ouais. et que c'est des trucs qui sont aujourd'hui, il y a des milliards de cycles de CPU par seconde. Donc là, la loi des grands nombres commence à plus trop s'appliquer vu qu'on répète le truc. En fait, la loi des grands nombres, c'est pas plutôt pour le nombre en fait de processus qui vont être faits, c'est par le nombre de répétitions que tu vas faire ton circuit. C'est-à-dire en fait que certains circuits, tu peux un peu moduler, c'est quelle précision tu veux, et donc tu vas moduler ça par rapport en fait au nombre de shots que tu veux avoir.
Voilà, le but, c'est que il ne faut pas en faire 2 milliards en fait, pour avoir un résultat satisfaisant. Mais en soi, effectivement, c'est possible. Le truc, c'est que il y a certains algorithmes que je ne vais pas évoquer là-dedans parce qu'en soi, ils sont un peu trop chiadés, qu'on appelle en fait des VQA, qui sont en fait des algorithmes classiques quantiques qui permettent en fait de faire de l'optimisation. Et donc pour ça, si tu as une étape de l'optimisation qui est un peu foirée, c'est pas un problème. Tu recommences. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait nos opérations sur les qubits? Ça peut être une vraie question. C'est parce que là, on n'a pas d'assembleur pour le qubit, pour les qubits. On est encore à un niveau en dessous. On n'est même pas au binaire, on est en dessous. On est aux portes logiques. Donc, déjà, je vais parler en fait des fondamentaux d'informatique quantique, c'est-à-dire des portes de Pauli. Pauli, c'est ce gentleman là-bas qui est extrêmement fort et qui nous a donné énormément de choses en fait en physique quantique et donc en informatique quantique. Il nous a donné aussi un set de 3 portes qui sont grosso modo les axes en fait de la sphère que vous avez vu tout à l'heure et qui sont les fondements de comment est-ce qu'on fait des opérations sur les qubits. C'est-à-dire qu'on prend une position sur le qubit, on fait une rotation, et hop, on arrive sur un nouveau point, on a une nouvelle probabilité, on a une nouvelle phase, on fait des maths. Donc le premier, ça va être la porte X, ou la porte Rx. En gros, la porte X, c'est 180 degrés sur l'axe X, alors que Rx, c'est un nombre de degrés que tu peux choisir. Et ça va gérer en fait les bits flip. C'est-à-dire que si tu prends un état 0, tu lui fous X, il va passer à l'état 1. Tout con. Sinon, il y a la porte Z aussi, ou RZ, qui, elle, s'occupe de la phase. Donc, c'est-à-dire que si la phase peut être changée, on fait une rotation sous l'axe Z. La phase, si vous avez du mal à comprendre, vous inquiétez pas, il faut juste admettre qu'il y a une phase dans un qubit, c'est beaucoup plus simple de vivre sa vie comme ça. Ou sinon, derrière, il y a la porte Y. La porte Y, en gros, elle fait un peu les deux. Et elle a des coefficients qui sont imaginaires. C'est pas moi qui ai fait les règles. La porte Y, c'est le troisième axe, et lui, il est un peu bizarre, mais en gros, il permet de faire les deux en même temps. Et tout ça, ça forme un groupe qui est complet, et qui permet en fait d'atteindre n'importe quelle sphère, de partir de n'importe quel point sur la sphère, d'arriver à n'importe quel autre point. Donc, théoriquement, de faire n'importe quel état de qubit. Cependant, nous avons la porte d'Adamar. T'es déçu de la slide? Je suis désolé. je suis juste désolé, mec. Je voulais pas te décevoir à ce point. Donc, la porte d'Adamar, c'est en gros, c'est toute l'essence de l'informatique quantique. C'est que c'est une porte qui passe en fait de l'état 1 ou de l'état 0 à une superposition équiprobable de 1 et 0. Donc, c'est-à-dire que si on prend un qubit et qu'on lui fait passer la porte d'Adamar, et ben en fait, on va avoir un truc 50% de chance de mesurer chacun des deux états. Ce qui est super, super cool. Parce que ça veut dire que, par exemple, si en informatique classique, on voudrait en fait prendre une bit-string et vouloir tester toutes les valeurs en brute force totale, hein, franchement aucune optimisation, on voudrait tester toutes les valeurs de cette bit-string, faudrait faire en fait tout itérativement comme ça. Alors que là, en fait, tu pourrais mettre tous tes qubits en superposition H et maintenant tu peux tous les tester en même temps. C'est génial. Franchement, moi je kiffe. Le facteur en fait 1 sur racine de 2, vous inquiétez pas, c'est juste de la normalisation, c'est pour les probas. Vous inquiétez pas, les maths ça va pas vous faire de mal ici. Maintenant, la grande différence, c'est qu'on pourrait se dire, le problème, c'est que les portes en quantique, c'est censé être des portes qui peuvent s'annuler elles-mêmes. C'est-à-dire que si tu fais la porte H et que tu refais la porte H sur le même qubit, si tu n'as rien fait au milieu, normalement, ça te remet l'état que tu avais avant. Maintenant, je vous ai dit juste avant que les deux, vous mettez dans un état qui avait les mêmes probabilités, ce qui est vrai, mais vous vous mettez dans un état avec une phase près. Et c'est là où c'est très important. C'est parce que là, ça veut dire que si on fait un calcul où d'abord on les met en superposition comme ça, puis on a une erreur de phase, puis après on veut les remettre en superposition derrière, bien joué, vous vous retrouvez avec une erreur de bit flip. C'est infâme, hein. Tout ne sert à rien. Donc voilà, ça c'est vraiment... Merci la porte d'Adamar, c'est génial. Maintenant on peut parler en fait... J'ai bientôt fini avec les portes, ne vous inquiétez pas. Maintenant je vais vous parler des portes à plus d'un qubit, parce que c'est là où le fun commence à être démentiel. C'est que, d'un point de vue purement mathématique, n'importe quelle matrice, parce que oui, c'est purement du calcul matriciel en fait sous le capot. Derrière n'importe quelle matrice unitaire qui est de taille de puissance n, elle peut être utilisée comme étant un opérateur.
Le problème, c'est que si tu files ça en fait à un ordinateur quantique, bah, il saura pas le compute. Il va devoir en fait le décomposer dans des trucs qu'il peut en fait calculer. Maintenant, ça pose un très gros problème parce que je vous laisse deviner, hein, si quelqu'un n'a pas la flemme en fait de donner des suggestions, quelle est la complexité pour une porte de taille n du nombre de portes qu'il faut en fait pour pouvoir l'exprimer. N carré 6 seulement. Encore un peu plus. Ok, là tu forces un peu. Mais presque. C'est que c'est de l'ordre de 4 puissance n. Pour un algorithme... oui, bon, j'avais la flemme de faire l'ordre des puissances, hein, tu m'excuseras. Mais voilà, donc le truc c'est que effectivement, quand tu te retrouves en fait un truc avec 10 qubits, qui est pas énorme, bah, tu te retrouves en fait avec 4 puissance 10 portes. Donc normalement, oui, on devrait pouvoir faire des millions de portes, mais c'est quand même un peu abusé. Fort heureusement, ça, c'est censé être un algorithme en fait qui est universel, et comme tout en informatique quantique, si c'est universel, c'est caca. Donc à chaque fois, on va vouloir utiliser en fait un hack pour optimiser tout ça. Et ça dépend purement du problème, et ça dépend purement de la matrice. Maintenant, on va parler en fait des portes qui foutent le bordel. C'est les portes contrôlées. Donc les portes contrôlées, j'aurais dû faire un peu plus gros, c'est un truc tout simple, c'est que ça prend plusieurs qubits, et il y a un qubit sur lequel en fait on va appliquer une porte, et sur d'autres on va entre gros guillemets tester la valeur. C'est-à-dire que si la valeur est à 1, on va exécuter la porte en fait en dessous. S'il est à 0, on ne va pas exécuter la porte. Ce qui est pour de l'informatique classique, comme je l'ai écrit à côté, c'est tout con. Là c'est la porte en fait CX, donc la C-note. C'est-à-dire que si en haut c'est true, alors en bas on va faire un note. C'est tout con. Maintenant, ça a des grosses conséquences en informatique quantique parce qu'on peut avoir des superpositions. Qu'est-ce qui se passe si tu fais if et que ton qubit, en fait, il est ni à 0 ni à 1 et il est en superposition des deux? Bah, la réponse, c'est qu'en fait, on va dans le if et dans le else. On fait tout. Et c'est ce qui se passe, par exemple, dans ce qu'on appelle un état de Bell. Regardez pas trop les maths à côté, si j'y viens. Donc, petite explication pas à pas. On a des trucs à l'état 0, classique, hein, un registre franchement de base, on chill. Et après on les met dans une superposition. Ça veut dire que c'est un demi de 0 et un demi de 1. Maintenant, on teste la valeur. Et là, ce que ça nous dit à la fin, donc regardez juste la dernière ligne, hein, le reste c'est pour détailler le calcul pour ceux qui sont des nerds, hein, les quantums. Et le truc c'est que ce que ça nous donne, c'est que ça nous donne un état où c'est soit les deux sont à 0, soit les deux sont à 1, quand on va le mesurer. Et là, c'est l'heure de vous parler de ce qu'on appelle l'intrication. Donc l'intrication, c'est une propriété qui a été longuement débattue, un peu comme tout en physique quantique, qui en fait permet de relier deux particules entre elles, ce qui fait que si on effondre en fait la fonction d'onde sur l'une, ça va effondrer la fonction d'onde sur l'autre. Maintenant, le truc très très fun avec ça, c'est que l'équation qui a prouvé ça n'avait pas de facteur de distance. Donc l'équation en fait qui a prouvé que influer sur détruire la fonction d'onde en fait sur l'un, ça détruisait la fonction de l'onde sur l'autre, ne prenait pas la distance en compte. Donc pour ceux qui comprennent à quel point c'est une dinguerie, ça veut dire que si par exemple je suis sur la Terre et que j'ai une particule dont je fais une mesure et que cette particule est intriquée avec quelque chose sur un satellite, et ben les deux vont s'effondrer. Comme ça. Comment on fait pour intriquer deux particules? Pour intriquer des particules, ça c'est une très bonne question. Et le truc, c'est que là, on part dans de la physique quantique que même moi, je vais galérer à expliquer. Donc en vrai, je vais même pas essayer. Je vais pas te mentir. Parce que le problème, c'est que tout ce qui est en fait fonction d'onde, tout ça, on sait même pas en fait, c'est toujours un problème ouvert de savoir comment exactement elle s'effondre. C'est-à-dire comment en fait l'aléatoire dans le quantique fonctionne exactement. Il y a encore des problèmes ouverts dedans. Alors que ça fait déjà plus de 100 ans qu'on bosse dessus. Oui? Ouais. 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 Est-ce que du coup ça veut dire que dans la réalité, tu n'as vraiment que 2 qubits, que 2 qubits réels intriqués,
Ou alors, est-ce qu'un qubit logique ici, c'est plusieurs qubits réels, auquel cas, du coup, bah, tu dois en intriquer je sais pas combien pour que ça ait un sens, quoi. Que ça Bah, fonctionne. le truc, c'est que je pense que la vraie réponse, c'est que ça dépend quel code correcteur tu fais. C'est que il me semble qu'il y a des codes correcteurs en fait qui te permettent de faire ça avec un seul et que tous les autres ils sont là pour le corriger. Ou sinon effectivement tu dois en faire avec plusieurs. Mais je pense qu'il y a une redondance. Il y a forcément une redondance dedans. Et du coup, quand tu dis redondance, ouais, c'est surtout ça ma question, c'est quand tu dis redondance, c'est redondance sur, en mode, un qubit logique, c'est, je sais pas, 3 qubits intriqués qui, du coup, à la majorité font un qubit logique. Ouais. Ou alors, est-ce que c'est juste 2 qubits et tu répètes ton schéma suffisamment de fois pour avoir, du coup, les probas qui jouent en ta faveur? Ça dépend de l'architecture, mais les architectures les plus, on va dire, opti, qui sont pas les plus bourrines, c'est pas purement, en fait, tu répètes X fois le schéma. Tu dois quand même le répéter un minimum de fois. Mais le truc, c'est qu'il y en a d'autres, en fait, qui sont là plus comme des qubits auxiliaires pour permettre de faire la correction d'erreur. Ok. Donc voilà. Voilà. Et donc, l'état de Bell, c'est ce qui est à l'origine de la téléportation quantique, tout simplement. Donc, ça fait que pour certaines personnes qui ne connaissent pas grand-chose, ça serait en fait l'avènement d'un Internet quantique où les gens s'envoient des informations via état de Bell. Bof. Alors, maintenant on va parler un peu de l'utilité de l'info quantique. Là c'est bon, je vous arrête de vous faire chier avec purement ce qu'il y a sous le capot. On va parler de choses un peu plus réelles. Donc j'ai pris ce schéma parce qu'il est un peu niais comparé en fait à la réalité. C'est que c'est le genre de schéma qu'on peut voir partout sur Internet, et c'est là où je vais commencer en fait à devenir aigri au possible avec tout ce qu'on trouve sur Internet, parce que imaginez, vous êtes dans un domaine et que en fait les personnes sur Twitter qui parlent en fait de votre domaine d'expertise et là où vous travaillez, bah, c'est les mêmes personnes en fait qui achètent des NFT et qui pensent que c'est le futur. Ça la fout un peu mal. Voilà. Donc le truc c'est que là-dedans, donc plein d'utilités différentes, mais pour des raisons différentes. C'est que dans certains domaines comme la finance, la moindre marge d'optimisation suffirait en fait à avoir un avantage écrasant sur la concurrence. Il y a des superordinateurs qui fonctionnent H24 en fait pour les plus gros fonds d'investissement pour pouvoir en fait essayer de prédire le marché. Donc pour eux, l'informatique quantique, pour essayer en fait de scale un peu mieux leur algorithme sur les qubits, ça leur semble très intéressant. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt dans la finance en fait aux ordinateurs quantiques. Et c'est grâce aussi à eux qu'on permet de brasser en fait des millions et de tous les perdre en fait au fil de la R&D. Bon, c'est la recherche, c'est comme ça. Même l'IA est passée par là, mais l'IA au final n'a quand même rien apporté, donc c'est un peu dur. Mais donc dans les trucs les plus intéressants, c'est effectivement bon. L'application de l'informatique quantique dans la cybersécurité, un peu l'avènement de l'antéchrist, comme beaucoup de gens l'attendent, c'est à cause en fait de la factorisation des nombres premiers qu'on a tous appris dans nos cours de cybersécurité pour le cryptage. Et ben en fait, un algorithme quantique scalerait beaucoup mieux à tel point que là, les RSA et trucs comme ça, c'est plus viable. Ça serait plus viable si un ordinateur quantique qui serait assez disponible pour qu'on s'amuse en fait à craquer du RSA comme ça. Bon, je pense que ce use case sera là dans très très longtemps. Mais quand même, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas la nuit à cause de ça. Et qu'il y a des compétitions d'ailleurs il y a des compétitions en fait d'algorithmes quantum resistant qui essayent de trouver des nouveaux moyens en fait d'encrypter nos trucs pour y résister. Et sinon, un des grands trucs en fait qui est moins parlé, c'est pardon. Je me demandais, je me suis demandé ça depuis pas mal de temps. Comment est-ce qu'on sait ou on suppose qu'un algorithme est quantum safe de chiffrage et quantum safe Alors là, ça c'est très dur à prouver. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est que parmi dans le concours, il y a certains algorithmes qui ont été choisis qui, quelques années plus tard, ont été prouvés comme au final n'étant pas si résistants que ça. Donc la vraie raison, c'est que beaucoup de maths, c'est vraiment ça le truc, c'est vraiment beaucoup de maths. Essayer de voir en fait quelles seraient les possibilités avec les qubits de pouvoir scale une résolution. Mais en soi, c'est des fondements purement mathématiques très très énervés, comme beaucoup de cryptographie au final. Donc c'est des gens qui s'y connaissent en fait énormément mieux que nous tous réunis dans cette salle. Même si on s'y mettait tous, on ne pourrait pas y arriver. Mais bon, c'est des docteurs qui jouent en fait à qui est l'algorithme le plus safe.
Donc voilà. Sinon, un autre truc, par exemple, dans quoi je travaille, c'est dans une petite boîte que peut-être les gens en quantum connaissent, qui s'appelle Colibri TD. Nous, les chercheurs, en fait, ils travaillent sur de la simulation. Donc, par exemple, simuler des phénomènes physiques, comme de la combustion, comme des choses comme ça. Et la raison, c'est parce qu'ils ont développé un algorithme qui permet de résoudre en fait, un certain type d'équations bien mieux que les ordinateurs classiques. Mais en résumé, c'est beaucoup de problèmes d'optimisation qui escaleraient mieux en fait, avec des ordinateurs quantiques. Donc soit on trouve une solution plus tôt, soit on trouverait une meilleure solution parce que là où en fait les paramètres, on les mettrait dans des bits, donc on peut tenir en fait qu'une donnée en fait dans un bit. Et ben en fait, avec l'espace de calcul en fait qu'offrent les qubits, qui est exponentiel parce qu'au final c'est une matrice qui à chaque fois double de taille, enfin chaque côté de la matrice double de taille, donc la taille est exponentielle. Et ben en fait, on arrive à mapper on pourrait mapper en fait beaucoup plus de paramètres et donc avoir peut-être en fait des meilleures résolutions de problèmes combinatoriaux. Mais est-ce que ça marche? Mais quand même, je mets un astérix. Alors, le vrai nom qui est écrit en gros sur cet écran, c'est parce que les ordinateurs sont juste trop nuls, maintenant. Mais ça on ne sait pas, en fait, si... La vraie question, c'est plutôt, est-ce que ça va marcher? Alors, quand vous allez travailler dans le quantique, ou quand vous allez parler avec des gens et que vous dites que vous travaillez dans le quantique, ou que vous parlez avec des gens du quantique, il y a toujours des petits rigolos qui vont vous dire « ça ne marchera jamais ». Je suis désolé, c'est votre réalité maintenant, à part si vous vous échappez du quantique. Mais la plupart de ces gens, en fait, ne savent pas c'est quoi les vrais enjeux derrière ça, parce qu'en soi, il y a deux enjeux principaux de pourquoi, en fait, est-ce qu'un ordinateur quantique ne marcherait ou ne marcherait pas. Premier, c'est un truc purement mathématique. Est-ce que vous connaissez les problèmes P et NP? Tu dis ça comme si c'était une évidence, mais tu dis, il n'y a pas tout le monde qui est aussi beau et aussi fort que toi. Hein. Je te charrie, c'est bon. Alors oui, non, mais les épitains qui vont en cours, tu mets... Léo Wernicke? Non, mais t'inquiète. T'as ton diplôme, Martin, c'est tout ce qui compte. Le truc, c'est que si on arrive à prouver que les problèmes P et les problèmes MP, c'est la même chose, toute l'informatique quantique ne sert plus à rien. Super. Voilà, c'est grosso modo, bon, c'est un problème qu'on espère, en fait, ne va pas... T'es totalement en retard. Je suis désolé de faire cet aparté, mais il était censé être là depuis le début, et lui m'a convaincu de faire cette présentation, et il s'est pas pointé. Je demanderais presque à le bouer, mais je ne vais pas le faire. Mais le truc, c'est que, voilà, ça serait un problème, en fait, mathématique de pourquoi est-ce que ça ne pourrait jamais fonctionner, même si on mettait les meilleurs ingénieurs et qu'on leur donnait infiniment de ressources. Le deuxième problème, ça serait qu'il y ait des problèmes physiques avec la mécanique quantique qui nous empêchent, en fait, de pouvoir tout scale. Et ouais, parce que y a beaucoup d'ordinateurs quantiques différents qui ont, en fait, des problématiques différentes. Et le truc, c'est qu'en fait, si tous les paradigmes commencent, en fait, à se casser la gueule à cause de raisons physique, on est cooked. Ça ne sert plus à rien. Maintenant, si le problème, c'est juste avec des énormes guillemets, des problèmes d'ingénierie, avec assez de temps et assez de ressources, on y arrivera. Enfin, pas moi, je ne suis pas physicien, mais ils vont y arriver. Et ensuite, après, moi, je vais travailler dedans et je vais être très content. Je vais faire beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est ça le challenge, en fait, derrière. C'est que, d'un point de vue, en fait, de gens qui ne s'y connaissent pas, ils se disent il y a beaucoup de bullshit dedans, et en soi, on ne sait même pas si la suprématie quantique existe. C'est-à-dire s'il y a des trucs que seuls les ordinateurs quantiques peuvent faire, à contrario aux ordinateurs classiques. Le truc, c'est que ça, c'est un vrai challenge, mais le truc, c'est que pour l'instant, il n'y a personne qui sait. Donc dire que c'est un scam en fait, d'entrée de jeu, vas-y, prouve-le. Oui. Quand tu définis la supériorité quantique en mode, il y a des trucs qui sont faisables que par un ordi quantique. Tu veux dire, c'est une question de complexité temporelle? C'est une complexité de complexité temporelle, oui. Okay. Ou spatiale, mais un des deux en tout cas. Okay. Mais le truc, c'est qu'en soi, il y a deux termes qui sont souvent utilisés. Il y a suprématie quantique, où là, effectivement, la seconde venue de Jésus, hein, c'est ça y est, des nouveaux calculs s'offrent à nous qu'on ne pourrait pas imaginer en fait des ordinateurs classiques. Et c'est ce que, par exemple, des entreprises comme Google essayent de vendre ça à tout le monde. Mais ça, j'y reviens. Ça, ils sont sur ma liste après. Mais le truc, c'est que ça, c'est qu'ils essaient de nous vendre. Le truc, c'est que
Voilà, c'est un peu du pipeau. Mais le truc, c'est que ce qui sera le plus probable, ça sera de l'avantage quantique. C'est-à-dire qu'on peut faire mieux, plus rapide et plus précis en fait que du classique. Ça a jamais été prouvé jusqu'à présent. C'est assez dur à prouver quand tes ordinateurs ils puent du cul. Oui. Voilà, mais le truc c'est que la suprématie n'a jamais été prouvée. Après l'état de la supériorité, le truc c'est que où est-ce que tu mets exactement en fait le drapeau? Tu vois, c'est un peu bizarre parce que même en fait des algorithmes comme des algorithmes de Shor qui permettent en fait de factoriser dans le premier, mais il faut faire un oracle derrière et la construction de l'oracle en fait on ne sait pas comment. Voilà. Le truc c'est que tout le scaling de l'informatique quantique a beaucoup de challenges. J'ai parlé vite fait des portes unitaires. Ça c'est un des problèmes qui, si vous avez vu la QAOA, c'est des portes unitaires de n qubits. Bonne chance. Bonne chance. Voilà. Donc, vous avez utilisé mon module QAOA sur MPQP ou pas? Merci. Mais lui, l'a suivi en cours. Lui, son pote, oui. J'avais vu, il y avait des gens qui avaient publié un papier qui disait comme quoi ils avaient réussi à faire mieux que donc, le dernier ordinateur d'IBM avec une Commodore 64. Je crois que je vois de quoi tu parles. En fait, le truc, le problème, et ça j'y viendrai un peu plus tard sur comment s'appelle les benchmarks. Le truc, c'est qu'en fait, là, comment les géants de l'industrie, donc IBM, qui est le géant incontesté de l'industrie, ou Google, comment ils font pour faire leur benchmark? En fait, ils font des trucs que eux seuls ont eu l'idée de faire, grosso modo. C'est des trucs qui ne computent soit rien, soit ils computent des choses en fait que juste les algorithmes classiques qu'on avait, ils étaient juste pas optimisés. Donc eux, ils se sont ramenés, ils étaient en mode on fait mieux que le classique. Puis des gens se sont ramenés, ils ont fait on va ruiner leur journée, on va optimiser l'algorithme. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec IBM. Donc je ne sais pas si c'est cette fois exactement que c'est passé, mais ça fait plusieurs fois que ça arrive et c'est un peu fatigant. Et c'est pour ça que les gens appellent ça aussi du scam. Voilà, la vraie raison. Mais ouais, le truc c'est que ça arrive. Ça arrive. Après avec une Commodore 64, franchement, ça serait fort. Ça serait fort. Mais on va parler un peu du zoo que représentent en fait les ordinateurs quantiques. Parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Il y a toute une famille en fait. Et ça dépend ce que tu choisis comme particule pour faire ton qubit. Ou qu'est-ce que tu choisis comme valeur. Par exemple, en fait, les photons que j'ai montrés tout à l'heure, on parlait de la polarisation, mais il y a certains ordinateurs qui utilisent la quantité de mouvement. Ça dépend en fait les entreprises. Et c'est de la R&D, ils expérimentent avec tout. Donc le truc c'est que toutes les entreprises sont split en train d'essayer de prouver que leur manière de faire est meilleure. Mais le truc c'est que par exemple, si je vous pointe vers les termes de qubit used et je vois 24, il ne s'est pas passé grand chose. C'est que là, tu vois, on ne prouve rien, c'est calculable en fait avec un ordinateur classique. Pareil avec le 12, avec le moins de 10, NA carrément, tu vois, il n'y a pas de truc pour Majorana, mais je crois que ça c'est un vieux schéma que Majorana est sorti entre temps. Pour les photons, c'est 20, c'est sûrement Candé d'ailleurs. Le truc c'est que, à part pour les superconducteurs et les atomes froids, donc les deux trucs en fait à gauche, eux ce sont les paradigmes en fait les plus vieux. Mais le truc c'est qu'en fait il y a un peu une course en fait à l'armement de tous les en fait les constructeurs d'ordinateurs quantiques qui essaient tous de prouver que leur solution est meilleure. Il y a certaines entreprises en fait qui sont là en mode mon qubit il est beau, il n'a pas d'erreur, il est stable, Alice and Bob. Et il y en a d'autres qui disent regardez j'ai mis le qubit, IBM. Et le truc c'est qu'en fait d'un côté tu lui dis ok ton qubit il est super beau mais est-ce qu'il peut être scalable, et de l'autre côté il dit bon maintenant tu fais quoi avec les erreurs parce que là en fait je te demande 1 plus 2 et tu me réponds pas 3 à chaque fois. C'est ce qui va commencer à poser problème. Donc ça c'est plein de trucs et il y a plein d'entreprises de partout dans le monde qui font des trucs différents. La plupart d'entre elles d'ailleurs, il y en a beaucoup qui se trouvent en France, bizarrement. L'informatique quantique c'est une industrie très francophone. Mais voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des grosses fraudes, même dans les startups françaises. J'ai vu des choses. Maintenant, on va passer à la partie fun. Si vous avez pu voir, en fait, tout en bas de mon plan, c'est l'heure de mettre en fait des crottes de données à des gens qui ont raconté des grosses conneries sur l'informatique quantique ou sur la physique quantique. C'est un peu la partie fun. Et maintenant, de votre savoir illuminé, vous allez pouvoir en fait vous joindre avec moi et on va pouvoir se moquer d'eux. Donc déjà, Google en 2025 a sorti en fait un ordinateur qui s'appelle Willow. Donc ça c'est une fiche en fait des performances de Willow. En vrai c'est pas dégueu, il n'y a pas énormément de qubits, il y en a 105 et on parle de qubits physiques d'ailleurs. Donc 105 qubits physiques.
Et le truc, c'est qu'on a, on a des error rates qui sont en dessous de 0, mais quand tu veux faire des millions d'opérations, c'est pas fou. Mais en soi, ça va. C'est que ce produit, il est sorti en fait en 2025 et en fait, Google en a fait des tonnes, mais c'était en fait des vraies applications de théorèmes de correction d'erreurs. Donc ça, c'était très cool en vrai. Le truc, c'est que comment est-ce que Google en parle? Alors, bon déjà, l'ego de mettre autant de zéros, en fait, c'est bon, tu mets une puissance comme tout le monde. Mais en gros, ils ont fait un truc qui ne sert à rien, et ils ont dit que l'ordinateur classique le supercomputer le plus rapide de maintenant, l'aurait fait en 10 puissance 25 années. Ce benchmark ne sert à rien, by the way. Hein. Et ça, je l'ai tiré du blog de Google. Mais attendez, c'est encore plus drôle. Alors, la notion que l'informatique quantique se passe dans plusieurs univers parallèles, en ligne, avec l'idée que nous vivons dans un multiverse. C'est vraiment Google qui a écrit ça. Hein. Je vous donne pas d'écran. C'est pour dire que cette entreprise, elle est pas bonne. Elle est super nulle en quantique, ce qui fait très peur parce qu'elle contrôle le monde. Mais le truc, c'est que ça, par exemple, c'est typiquement les gens qui ont des étoiles plein les yeux qui en parlent de quantique, et ils sont là en mode, ça fait plein de trucs bizarres que les gens ne pourront pas vérifier parce que de toute façon, ils ne comprendront pas et ils auront la flemme de vérifier. Donc on va dire qu'on vit dans un multiverse. On souffle. On souffle vraiment. Donc voilà, ça c'est extrêmement choquant de voir ça sur une publication officielle de Google. C'est pas un physicien qui a écrit ça, hein, je vous rassure. Maintenant, je vais vous parler de la médecine quantique. Donc, mes chers frères et sœurs de quantique qui avaient cherché des quantiques sur LinkedIn et qui est tombé sur ça, paix à votre âme, j'ai eu la même et ça m'a fait extrêmement rire. Donc, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est extrêmement long et c'est extrêmement faux, mais en gros, il y a des illuminés qui se sont dit que vu que quand on observe un état intriqué, donc quand on fait une mesure, quand on observe un état intriqué en fait en quantique, on change cet état, bon, on le fait s'effondrer sur lui-même, ça fait que la pensée humaine aurait en fait une influence sur les événements dans notre vie. C'est des théories d'illuminés, hein, je ne vais pas vous mentir, et qu'on vivrait dans un multiverse parce que quand une particule s'effondre en fait d'un côté, ça voudrait dire que dans un autre univers, elle s'effondrerait de l'autre côté. Peut-être. C'est tout ce que je vais dire, peut-être. Et donc, il y a plein de gens qui... j'ai regardé, elle faisait de la danse, en fait, avec des bébés, encore dans leur couche, c'est trop mignon. Mais ça c'est pas du quantique. Oui. Après, on ne peut pas prouver que c'est pas possible qu'il y ait des univers parallèles. On ne peut pas prouver que ça, c'est pas faux. Oui, mais tu tombes, en fait, dans une fausse pensée. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, tant qu'on peut pas le prouver, c'est que c'est vrai. Donc là, en fait, toute leur théorie est basée sur une interprétation de réalité physique. Mais en fait, le truc, c'est qu'à partir de certains layers d'interprétation, tu te dis, bah, à un moment, en fait, ça casse le réel, littéralement. C'est que ce sont des gens qui pensent, en fait, que le libre arbitre, en fait, influe sur l'univers. Faut se calmer, s'il vous plaît. Déjà, quand tu vois quantique et des gens qui n'ont jamais fait de quantique d'une part ou d'autre, déjà, quand tu vois un épitain qui te parle de quantique, tu devrais avoir des doutes. Hein. Alors, je ne vous connais pas, hein, mais faut avoir des doutes, s'il vous plaît. Hein. Théorie de l'information, hein, quelqu'un quelque part. Chaîne de Markov, hein, plus personne, merci. Hop. Et maintenant, le dernier, le monstre. Mon héros, Michel Onfray. Michel Onfray, c'est un philosophe qui a réussi l'exploit de se faire remarquer par Alain Aspect, prix Nobel de physique, by the way, pour cette citation qui, je trouve, glorieuse. Michel Onfray ne comprend manifestement rien au quantique. C'est un homme qui est invité sur plein de plateaux télé, qui a son blog, qui a plein de gens qui le kiffent, mais il est juste philosophe. Et cet homme, c'est lubie, c'est de parler de choses qu'il ne comprend pas. Je vous laisse lire sa première citation. Le réchauffement climatique serait lié à l'arrangement du cosmos et au multiverse quantique. Il a dit ça il y a 2 semaines sur RTL, je crois. Voilà, les crottes de nez sont bien méritées pour cet homme. Les mécanismes de la mécanique quantique restent à démontrer, et j'ai oublié le reste de la citation, my bad. Mais le truc, c'est que ça fait 100 ans qu'il faut des expériences dessus. Alors, lui, il vient, il est jamais allé dans un labo, il fait « on ne sait pas ». Moi, je ne sais pas en tout cas.
Voilà. Et donc, ce clown passe sur les plateaux télé et il fallait que je parle de lui parce que j'en ai gros sur la patate. Merci infiniment de m'avoir écouté et d'avoir rigolé à mes blagues. Merci, je me sens moins seul. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce qu'il y a un micro? Régie. Déjà, merci beaucoup pour ta conférence, c'était passionnant. Petite question que j'avais, tu disais que oui, une fois qu'on a intriqué des particules, c'est peut-être l'avènement d'un Internet complètement instantané. Question, comment on passe de une particule qui est intriquée, du coup qui est en superposition entre deux états, alors tu ne sais pas lequel, et tu peux juste regarder cet état, effondrer la fonction d'onde et ça l'effondre en même temps quelque part, à transiter une information. Bah, le truc, c'est que le principe, il est très, comment dire, moi je le trouve très, très sombre sous cette partie parce que effectivement, moi aussi, j'ai du mal à comprendre en fait de comment est-ce que tu es censé, non, parce que les gens qui parlent d'internet quantique, c'est du pipeau, hein, voilà. Même si Gaillard, moi aussi je kiffe cet homme, mais bon, les cours de réseau quantique, c'était une expérience. Le truc, c'est que ce qui permettrait en fait de faire, c'est que comment dire, le truc, c'est qu'en fait, ça veut dire que si comment dire, comment dire, c'est qu'en fait, sous certains états, avec des manipulations, alors c'est très flou ce que je vais dire, mais en gros, si sous certains états, en fait, quand tu vas manipuler, tu peux essayer de faire passer en fait certaines informations pour essayer de, on parle de bit à bit, donc voilà, il va falloir que ça soit plus gros. Le truc, c'est que à place en fait d'envoyer des bits tout simples, on peut envoyer en fait des instructions et quand on les fondre, en fait, ça va effondrer les deux, ce qui assure en fait que les informations soient cohérentes entre les deux. Donc en soi, ça peut être de l'envoi d'informations un peu comment ça s'appelle, pas indirect, parce que les particules en fait restent grosso modo les mêmes. En gros, ce qui se passe avec l'intrication, c'est qu'à place d'avoir deux particules distinctes, tu as un amas de deux particules. Donc on peut pas les séparer. Ok, merci. Je suis désolé, la réponse est pas très. Non, ça me va. Oui, et juste deuxième remarque, qu'est-ce que tu penses du fait que j'avais entendu ça une fois, quelqu'un qui disait que du coup, grâce à le principe de justement d'effondrement, on pourrait sécuriser une communication parce que si quelqu'un tente d'accéder à la donnée de manière non autorisée, on serait directement au courant grâce à l'effondrement. Ouais, c'est vrai ou faux? ça c'est vrai. Ça c'est ce qu'on appelle de la QKD. Et en gros, c'est de la quantum key distribution. Et c'est se dire, quand on veut faire de la cryptographie, qu'on veut filer des clés à des gens, comment est-ce qu'on peut savoir en fait que les canaux sont safe? Le truc, c'est qu'effectivement, comment est-ce que tu retires une information quantique? Tu es obligé de la mesurer. Et maintenant, tu n'as plus de comment ça s'appelle? T'as plus en fait d'intrication et t'as plus les valeurs. Donc soit le mec, il faudrait qu'il renvoie exactement le même truc, mais ça c'est comme des attaques de man in the middle, tu peux essayer de trouver en fait des trucs pour ça. Mais ouais, c'est aussi une autre application du quantique, mais vous avez kiffé le cours de QAD ou pas? Ouais, ça va? Bon, cool. Bon, d'abord, ouais. J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment plusieurs qubits entre eux, ça permettrait de corriger les erreurs. Parce que, comment dire? En gros, ce qui se passe, c'est que il y a ce qu'on appelle en fait, par exemple, je vais prendre l'exemple des codes de surface, c'est que tu appliques en fait des séries d'opérations sur tout ton système. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est un peu comme ça va relever en fait les irrégularités de ton système. Si ton système en fait est censé être pareil parce que en fait les particules ont reçu normalement les mêmes changements, faire des séries en fait d'opérations, ça va te permettre en fait de, on va dire, lisser le tout, pour le dire grossièrement. Et donc avoir des particules en fait intriquées, ça permet d'avoir de la redondance, etc. Et que les particules en fait soient reliées entre elles, mathématiquement parlant. Tout à l'heure, tu as dit que potentiellement ça pouvait faire sauter le RSA ou d'autres. C'est des techniques de chiffrement qui sont à double clé.
il y en a quoi? Enfin, est-ce qu'il y a que la double clé enfin, le chiffrement par double clé qui saute, qui n'est pas quantum proof, ou alors est-ce qu'il y a des chiffrements à double clé qui sont quantum proof, et est-ce que du coup les chiffrements à simple clé, genre AES, bah pareil, ça se fait sauter de la même façon, ou est-ce que c'est quantum proof? Ça, tout dépend en fait du problème mathématique qui est en dessous. Si c'est de la factorisation d'entiers, ça va péter. Bon. En fait, le truc c'est que là où en fait comment ça s'appelle? Là où en fait, comme en classique, tu prendrais trop de temps en fait à pouvoir décrypter le message et c'est pour ça que ça vaut pas le coup. Là, on a un algorithme en fait qui scale beaucoup mieux. Donc en fait, tu peux, c'est comme ça un peu, c'est un peu comme si tu brute forçais quoi, de manière beaucoup plus efficace. Donc c'est pour ça que ça casse. Donc si c'est pas possible de le brute force, alors c'est pas possible de casser. Mais si c'est possible en fait de brute force, alors c'est possible de casser. Oui, mais c'est justement là ce que je dis, c'est que tu disais que c'était que le brute force était plus simple pour RSA et que du coup potentiellement ça pouvait faire sauter RSA. Mais je vois pas en quoi ça a un avantage. Il y a potentiellement un avantage quantique sur casser des chiffrements à simple clé. C'est pour ça que je te pose la question, Ouais. est-ce que si tu as du chiffrement à simple clé, ça saute de la même façon? Ah voilà, AES ça saute pas. Okay. Oui, parce que du coup, si tu fais x2 sur la taille de la clé, du coup je suppose que... Ouais. Ouais, en fait, le truc, c'est que tu peux, comment dire, en fait, si tu scales la taille de tes clés, tu scales pas en fait la complexité de l'algorithme en fait qui a à le classer. À moins que peut-être que c'est moi qui me souviens mal en fait de mes cours de crypto. Tout ce qui est symétrique qu'on a actuel que utilisé, donc le RSA et le CC, ça saute. Mais tout ce qui est AES et symétrique, tu dois peut-être doubler la taille de la clé, mais les algorithmes ne scalent pas assez. Oui. Oui, de toute manière, en fait, le temps que les ordinateurs quantiques, en fait, ils soient assez gros et qu'ils aient assez de temps libre, en fait, pour s'amuser à casser des cryptographies random, on a beaucoup d'années, tu vois. C'est que là, en fait, c'est pour ça que la cybersécurité, ça me fait rire, c'est parce que ça admet le fait que des attaquants aient accès à un ordinateur quantique, donc des équipes de docteurs, en fait, ultra forts, qui puissent, en fait, maintenir un ordinateur quantique en calcul, et tout ça en fait pour casser en fait des documents. Je veux dire, c'est possible, mais tu as combien de milliards de qubits? C'est ça ma question. Donc le truc, c'est que en soi, c'est une problématique d'aujourd'hui parce qu'on se dit, c'est peut-être le moment en fait de pouvoir changer nos standards et pas se faire prendre de cours. Le truc, c'est que on n'est même pas sûr en fait si ça va come up un jour. Enfin, c'est une question. Oh, tellement de questions. Je m'attendais à aucune question. Je pensais que tout le monde allait dormir. J'avais une remarque déjà sur ce qui vient d'être dit, c'est surtout qu'en gros, je crois que les États, en fait, enfin surtout les États, veuillent passer sur du post-quantique pour éviter que les transmissions soient captées, enregistrées oui. et le store et break it later. Oui, ouais, c'est vrai, mais le truc, c'est que même problématique. C'est-à-dire que dans le futur, il faudrait que des gens les aient gardés assez longtemps pour que ces documents restent encore qu'ils soient encore en fait utiles. Et et surtout que, c'est-à-dire qu'ils accumulent plein de documents, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils vont devoir dépiler les documents et les casser en fait à chaque fois avec leur ordinateur quantique qui coûte des milliards, avec leur équipe ensuite qui coûte des milliers. Je suis désolé d'être dubitatif, mais je le suis un peu. Et sinon aussi, le deuxième, c'était plus technique, mais c'est par rapport à la porte tout à l'heure dont tu as parlé sur celle qui prend un qubit qui est à 0 ou 1 et qui la met dans un état à 50% 0 ou 50% 1. Ouais. Est-ce qu'on peut faire passer ce qubit une deuxième fois dans cette porte pour avoir quelque chose comme 75% ou 25 ou des choses comme ça pour pas être forcément en demi? Ouais, tu peux toujours faire des bidouillages comme ça. Le truc, c'est que c'est pas aussi simple que ça. C'est que comment dire, c'est qu'en fait les probabilités, elles vont. Parce que moi aussi, je me suis déjà posé ces questions. J'ai déjà joué en fait avec des simulateurs pour essayer de choper des circuits qui font ça. Le truc, ce qui se passe, c'est qu'en fait ça fait des petites probabilités à chaque fois et c'est super dur à équilibrer. C'est qu'en soi, tu vois, à la place de découper ça en fait en deux et de te dire par exemple, même tout à l'heure, je vais pas dire je m'emmerdais devant une conférence, c'était avant une conférence, mais le truc c'est que j'essaie de faire en fait un circuit qui fasse un tiers de 1, 0, 0, un tiers de 0, 1, 0 et un autre tiers de 0, 0, 1. Bah, c'est pas simple à faire. Voilà.
Hop là. Ça, j'ai pas été trop frauduleux.